Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Kiddy Studios. Aujourd'hui, on a Alexandre de chez La Tribu qui va nous parler de l'avenir, de La Tribu et de l'avenir du retail pour enfants. Et oui, est-ce que tu peux te présenter, Alexandre? Oui, bonjour à tous, donc bonjour à toute la communauté de l'Atelier du Livre. C'est un plaisir d'être là. Donc, je suis Alexandre Dino, je suis cofondateur et directeur général des opérations de La Tribu, qui est une petite start-up dans le monde de la famille. On va en parler un petit peu plus après. Et je suis ravi d'être là, parce qu'on va échanger de retail. Donc ça, moi, j'adore parler de retail. Et puis, en plus, on va échanger sur les coulisses de La Tribu. Donc, je trouve ça toujours intéressant de parler de notre aventure. Merci d'être venu. Ouais. La première question, c'est qu'est-ce que c'est La Tribu? Qu'est-ce que c'est La Tribu? Alors, c'est une vaste question. Ouais. Qu'est-ce que c'est La Tribu? J'essaye de résumer ça en quelques mots, c'est pas toujours facile. Je vais commencer par te mettre dans la confidence. Tu vois, en ce moment, on est en train de rechercher une tagline pour La Tribu. Donc, la tagline, c'est le slogan que tu mets en dessous de la marque. Et c'est vrai que pendant 2 ans, on a travaillé sans tagline parce qu'on voulait se fermer aucune porte. Et depuis peu, on y retravaille parce qu'on pense qu'on en connaît beaucoup plus aujourd'hui sur le concept qu'il y a 2 ans et qu'il est temps de s'en trouver une. Et donc, j'avais au choix, on pourrait faire appel à ta communauté, leur demander ce qu'ils trouveraient d'intéressant. On pense que ce qui résume bien La Tribu en 2 mots, c'est qu'on est créateur de bons moments ou créateur de bons souvenirs. Donc, on pourrait soumettre ça à ta communauté, si je ne sais pas ce que tu en penses. Et puis, donc je trouve que ça résume bien le concept. Le concept, cette idée, c'est de trouver un magasin en centre-ville, parce qu'il y en a très peu en centre-ville, qui ont une offre complète pour toute la famille. Donc, c'est du tout sous le même toit. Et on retrouve de la puriculture, on retrouve des jeux jouets, des jeux de société, on a même un bar à bonbons, on vend des livres, on vend de tout. Donc, voilà, je dirais un magasin pour la famille qui essaye de créer des bons moments. Ouais, non, c'est un très bon résumé. Donc moi, j'ai visité les 2 boutiques dans Paris. Vraiment, on ressent quelque chose de très différent à ce qui existe dans le marché grâce au décor, grâce à l'atmosphère qui est créée par ta boutique et par le design que tu as mis, qu'on va rentrer un peu plus dans les détails après. Ouais. Donc juste avant qu'on va... Merci, je prends le compliment. Oui, bien sûr. C'est super si tu ressens ça quand tu rentres dans les magasins. Non, c'est évident. Différents. Maintenant, je ne vais pas dire le nom de d'autres magasins, mais maintenant que je suis allé dans La Tribu, quand je vais dans une autre où il n'y a pas forcément de décor, où c'est un peu gris et blanc, tu vois la différence. Ça fait directement une différence. Ça me fait plaisir. C'est un compliment que tu fais à La Tribu. Des compliments, j'en ai plusieurs. Super. Donc avant de rentrer dans tout ça, d'où est venue l'idée de La Tribu? C'est une longue histoire. Écoute, je n'ai pas tapé à la porte du retail là avant-hier. Ça fait 20 ans que je suis dans le retail. En plus, ça fait 20 ans que je travaille avec les mêmes personnes, plus ou moins les mêmes personnes. Donc, c'est que ça se passe bien. On a formé une petite famille. Et donc, avec Charles, mon associé, on a ouvert pendant plus de 10 ans des boutiques danoises. On a implanté une marque danoise en France, en franchise. Donc, ça nous a beaucoup appris. Ça nous a permis de créer une première aventure ensemble. Mais lors du Covid, je pense comme beaucoup de personnes, on s'est remis en question et on s'est dit qu'on aimerait bien ouvrir un concept à nous. Donc, on a commencé à imaginer dans quelle branche on pourrait ouvrir ce concept. Parce que j'ai eu la chance de travailler dans plein de branches dans le retail. J'ai travaillé dans les surgelés, j'ai travaillé dans la décoration. Et donc, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Et il se trouve qu'on venait d'être jeune papa, à quelques mois d'intervalle, lui comme moi. Donc, on s'est dit, il faut qu'on invente quelque chose dans la famille. Mais alors, moi, la famille, il y a 5 ans, tu m'aurais mis dans ce secteur-là. La puriculture, les jeux, les jouets, j'y connaissais rien. Donc, il a fallu reprendre de tout de A à Z. On a fait une vraie étude de marché qui a duré plusieurs mois. Je ne compte plus le nombre de concept stores que j'ai visités en jeux, en jouets, en loisirs créatifs et en produits pour la famille. Et au bout de ces quelques mois d'études de marché, on s'est rendu compte très vite qu'il y avait un vide. C'est-à-dire qu'on ne trouvait pas de boutique pour toute la famille en centre-ville. Soit tu trouvais des magasins de périphérie qui sont souvent, comme tu viens de le dire, sans citer personne, sans âme, dans lequel tu as une profondeur de gamme qui est importante. Donc ça, c'est super parce que tu trouves de tout à un prix intéressant, mais c'est des magasins qui manquent d'âme et qui ne sont pas des magasins de proximité dans lesquels tu peux venir souvent. Et en revanche, tu as des magasins de centre-ville qui, eux, pour le coup, ont une âme, présentent une expérience shopping, mais ont une sélection de produits très restreinte, donc très peu de profondeur, très peu de choix,
À des prix souvent exorbitants. Parce que sur des petites surfaces, forcément, tu as moins de référencement, tu as moins de profondeur et donc tu as des prix un peu élevés. Ouais. Et donc, nous, on a essayé de créer un concept hybride entre ces deux-là. Et donc, un magasin de centre-ville qui fait la part belle à l'expérience shopping, au sensoriel et qui présente une offre complète pour toute la famille. Donc, tu trouves de tout chez nous. Tu trouves des jeux de société, des jouets, des loisirs créatifs pour tout âge. Tu peux avoir du loisir créatif dès 18 mois. C'est rare parce qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire à 18 mois? Mais il y a plein de choses à apprendre à 18 mois. Comme tu as des loisirs créatifs pour adultes, je sais que cette année, c'est la folie des maquettes 3D en bois. Ouais. Donc ça, c'est un produit sur lequel on travaille bien. Donc on trouve de tout, finalement, dans ces magasins-là. Et l'idée est venue de là. Vraiment, il y a deux parties importantes. D'abord, la taille de la boutique et où elle se situe. Et deuxièmement, enfin, il y en a trois. La taille de la boutique, où elle se situe, et l'âme de la boutique. Oui. Donc, toi, tu as trouvé le bon équilibre entre les trois, où tu as vu un manquement dans le magasin et tu es rentré dedans. C'est ça. Donc, sur l'âme d'une marque et d'une boutique, comment tu as fait pour définir l'âme de la tribu? L'âme de la tribu. Ouais. En fait, tout repose sur l'expérience shopping. C'est-à-dire qu'on imagine, nous, que tout achat doit déclencher un sentiment, doit être sensoriel et doit t'amener petit à petit vers un souvenir à l'utilisation du produit. Et donc ça, on l'a réfléchi, on l'a imaginé. Et dès le début, j'ai envie de te dire, parce que tu vois, on fait de l'agencement. Toi qui as eu la chance de visiter un magasin de la tribu, tu as dû le voir, tu vas voir de quoi je parle. On a créé un agencement sur mesure en Pologne qui est fait en bois brut, donc qui déjà amène de la chaleur au magasin. C'est vrai que quand tu rentres dans une boutique, la première impression qu'elle te donne est importante. Et la nôtre, on essaie d'avoir une boutique cosy, chaleureuse, avec des lumières chaudes, avec du bois partout. Donc cette odeur de bois chaleureuse ressort aussi. Et on est allé un peu plus loin, puisque dans les agencements, donc on a différents univers dans la boutique. Et en exemple, dans l'agencement qui est prévu pour le rayon édition, donc la bibliothèque, on a intégré des petits canapés à hauteur de bibliothèque. Donc comme ça, c'est une idée qui peut paraître saugrenue, parce que tu perds du rayonnage sur des surfaces quand même qui sont assez limitées. Mais finalement, ça apporte beaucoup parce que ça permet aux parents de passer de bons moments avec leurs enfants, de faire un moment de pause dans la boutique, parce que les coins éditions sont toujours au même endroit, ils sont au milieu du parcours, au fond du magasin, et de profiter de ce moment pour lire une histoire, pour parler des jeux et des jouets qu'on a vus. Et donc ça fait vraiment partie de l'expérience shopping. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça. C'était des idées qui t'étaient venues dans des expériences précédentes que tu as appliquées dans le monde de la famille et de l'enfance? Je pense que ça y joue. Je pense que toutes les expériences qu'on a vécues avant nous ont permis de construire la tribu aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'idées qui venaient tout simplement de tours de table. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude, on est en mode start-up, on est une petite quinzaine, vingtaine à faire tourner la tribu. Et on aime beaucoup faire des tours de table sur tous les projets qu'on lance. Alors, ça a été le cas pour l'agencement. Et puis après l'ouverture des boutiques, de manière générale, on passe notre temps. Les magasins sont de vrais petits labos qui nous apprennent plein de choses. Et on passe notre temps à revoir notre copie. Donc l'agencement, on a ouvert 4 magasins, on a fait l'agencement V1, V2, V3, et là on est à la V4. Donc il a beaucoup évolué dans le temps. Et ça se fait souvent avec des tours de table comme ici. On est une petite dizaine, une quinzaine à lever la main, à rebondir sur les idées des uns et des autres et à faire avancer le projet tous ensemble. Et ça a commencé quand la première ouverture de la première boutique? C'est assez récent finalement. La première, elle va fêter ses 3 ans. Ça fait un peu moins de 3 ans, c'était à Strasbourg. Il y a un peu moins de 3 ans, Aujourd'hui, vous avez 4 boutiques en France, 2 à Paris, enfin 2 dans la région parisienne, une à Strasbourg et une à Bordeaux. C'est ça. C'est ça. Strasbourg, le Valois, Versailles et Bordeaux. 2 en province et 2 en Île-de-France. Super. Et pour notre audience, est-ce que tu as quelques chiffres que tu peux donner pour montrer l'évolution de la tribu, où vous en êtes aujourd'hui? Quelques chiffres, j'ai pas de chiffres précis, mais on voit qu'on évolue dans le bon sens parce que la tribu est née il y a 2 ans et demi de rien et on a essayé de créer une communauté avec les parents, avec les enfants, autour de la famille. Et donc ça se retrouve sur notre Instagram qu'on a ouvert il y a même pas 2 ans parce qu'il a pas ouvert en même temps que la première boutique, il a ouvert un peu après. Où on est parti de rien. C'est toujours plus difficile de partir de rien. Et il y a un effet boule de neige qui commence à se ressentir. On doit être à 12 ou 13 000 followers. Donc ça, on en est ravis. Et puis, on a un système de fidélité aussi en magasin. Parce que l'idée, c'est que les gens soient contents de venir, qu'ils passent un bon moment et qu'ils aient envie de revenir. Et ce système de fidélité ne peut que les inciter à revenir parce qu'il est assez progressiste dans l'idée où tous tes achats te donnent droit à accumuler des points.
Et ces points, après, tu peux les dépenser en bon d'achat en magasin. Donc, on avait 0 porteur de carte fidélité quand on a lancé l'opération il y a 2 ans. Et maintenant, on doit avoir un peu plus de 25 000 personnes qui sont porteurs d'une carte fidélité. Incroyable. Donc, ça montre qu'on compare de rien et qu'on est arrivé à quelque chose, qu'on est dans le vrai. Et j'espère que ça va continuer avec de nouvelles ouvertures l'année prochaine. Bien sûr, j'espère tout le meilleur pour toi. Oui, en tout cas, 25 000 de clients fidélisés après 3 ans, c'est énorme. Ouais, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru. Ouais. Donc ça, aujourd'hui, on peut dire que c'est un concept qui marche, que les gens ont compris, qui reviennent, qui se fidélisent. Et donc bravo sur merci. Ces 3 ans-là et d'avoir créé un concept. Oui, bien sûr. Donc... en termes de tendance que tu vois dans les objets qui sont vendus chez les enfants, pour les familles, est-ce qu'il y a des tendances que tu arrives à voir en ce moment? Il y a des tendances, effectivement. Alors, on est beaucoup dans l'apprentissage, je trouve, et c'est très bien, parce que l'apprentissage revient une des préoccupations au cœur des objets qu'on utilise. Il y a un moment, dans les années 90, 2000, c'était moins le cas. On cherchait des choses punchy, fun, qui amenaient quelque chose d'efficace immédiatement. On était content immédiatement d'utiliser le produit, mais il n'y avait pas d'apprentissage derrière. Là, il y en a de plus en plus. Donc, je le remarque, il y a beaucoup de produits qui aident à apprendre pour tous les âges. Et puis, ce qui revient beaucoup aussi, c'est dans les loisirs créatifs. Alors là, c'est la folie des loisirs créatifs depuis le Covid. Mais ça continue, c'est pas quelque chose qui est d'éphémère, qui a duré qu'1 an. Maintenant, ça fait bien longtemps qu'on a le droit de sortir de chez nous, mais on continue à faire des loisirs créatifs. Parce que je pense qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, de poser notre cerveau, d'être un peu loin du digital et de faire quelque chose qui a du sens immédiat. Et ça, le loisir créatif t'aide bien. Alors, ce qu'on vend super bien, on a un très bon fournisseur qui s'appelle La Petite Épicerie, qui vend des très beaux produits, et on vend des peintures au numéro. Ça, c'est un produit qui marche très bien. Je ne sais pas si tu vois lesquelles c'est. Oui, je vois. Les peintures au numéro, tu vas, tu as 10 couleurs et puis tu vas faire point par point toute ton œuvre d'art. Et puis quand tu l'as terminée, ça ressemble à quelque chose. Alors qu'initialement, tu vois des numéros partout. Ça peut être un peu effrayant. Tu as des maquettes en bois aussi, qui ont le vent en poupe, qui fonctionnent très bien, qui demandent des heures et des heures de travail. Mais je pense que les gens sont en demande de ça, de prendre du temps pour eux. Souvent, c'est des activités qu'on fait parents-enfants. Ça dépend lesquelles, tu as de tout. Là, les activités que je viens de citer, c'est généralement des activités très adultes. Parce que, comme je t'ai dit, on est magasin pour toute la famille, donc on a une offre assez large. Mais tu as beaucoup de loisirs créatifs où tu accompagnes l'enfant tout au long du loisir créatif pour éviter la frustration et pour qu'il y ait un vrai apprentissage derrière. Donc, il y en a beaucoup. C'est notre deuxième chiffre d'affaires, le loisir créatif, donc il n'est pas à négliger. Intéressant. Donc, c'est vraiment pour être sur la tendance qui adulte. Oui, c'est vrai. C'est une tendance qui adulte. Il y a une tendance qui adulte où tous les adultes ont besoin de retomber en enfance. Et ça nous plaît beaucoup parce que ça fait partie de nos motivations. Donc, quand on ouvre un magasin à la tribu, c'est d'avoir des enfants qui sont estomaqués, qui sont époustouflés en voyant le magasin, qui après chaque virage ont des waouh qui sortent naturellement de leur bouche parce qu'ils découvrent des produits. Ils découvrent des univers, et puis les parents qui sont tout aussi impressionnés et qui retombent du coup en enfance parce qu'ils vont avoir les mêmes réactions que leurs enfants. Et ça, quand on arrive à avoir ça en magasin, c'est que le pari est gagné. Ok, super. Et souvent, l'achat des adultes, ça vient surtout de parents. C'est pas des adultes qui viennent sans enfants acheter. La majorité du temps. La majorité du temps, c'est-à-dire que est-ce que ce sont les enfants qui viennent avec les parents qui viennent avec les enfants ou les parents tout seuls? Ou les adultes qui n'ont pas d'enfants. Oui, d'accord. Ok. Non, c'est vrai que notre cœur, le cœur de notre cible, c'est la famille. Donc, c'est souvent des parents avec enfants. Mais comme on a beaucoup développé les loisirs créatifs pour adultes et les idées cadeaux, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'on a des personnes qui viennent nous voir à tout âge. On a plein de pré-ados qui viennent nous voir pour du Legami. On a plein d'ados qui viennent nous voir pour des bijoux, parce qu'on a des collections de bijoux l'été. On fait aussi un peu d'accessoires de mode, donc on a tout. Et puis on a aussi le tonton, la tata qui vient pour acheter un cadeau à son neveu ou sa nièce. On a tous les profils. Super. En termes de stratégie aujourd'hui pour les 4 boutiques, est-ce que tu as une stratégie en particulier que tu es en train d'essayer de faire? Est-ce que c'est, par exemple, avoir plus d'offres qu'adultes? Est-ce que c'est atteindre la rentabilité? Est-ce que c'est une expansion potentielle? Quelles sont les stratégies sur, disons, les 3-4 prochaines années?
pour le Alors, petit groupe. 3-4 prochaines années, ça va un peu loin. J'aime bien avoir cette vision. C'est important d'avoir cette vision, mais c'est vrai que dans le retail, j'ai appris, après 20 ans de retail, à vivre au jour le jour. Parce que quand on projette des schémas sur 4-5 ans, il y a toujours quelque chose qui fait que ton schéma ne fonctionne plus. Donc, on a des idées, mais à court moyen terme, c'est de consolider les magasins, mais qui sont déjà rentables. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les 4 magasins ouverts sont déjà rentables. De continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire d'ouvrir, de faire des collections et de donner envie aux gens de revenir nous voir, d'avoir un sourcing permanent, parce qu'on passe notre temps à renouveler l'offre et à suivre les tendances. Et très certainement ouvrir à la franchise. Alors là, je te le dis un peu en avant-première, mais c'est l'idée qu'on aurait d'un objectif à court terme, milieu d'année prochaine, d'ouvrir la tribu au concept de franchise, parce qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on soit démarché par un couple ou une personne qui souhaiterait ouvrir un magasin de la tribu. Donc on visait ça à moyen terme, et finalement, on est en train d'accélérer un petit peu les choses parce qu'on sent que c'est le moment. Super. Super. Ouais, non, le concept de franchisé, ça permet... Enfin, vous êtes déjà franchisé aujourd'hui. On n'est pas encore franchisé. Non, on a 4 magasins en propre. Ok, incroyable. On n'a pas ouvert encore en franchise. Pour l'instant, on a ouvert 4 magasins en propre et le site internet. Donc, c'était beaucoup de travail en 2 ans, finalement. Donc là, c'était une année de consolidation. On a testé plein de choses. On a eu plus d'une quinzaine de collections. Je te parlais de sourcing tout à l'heure. Il faut voir qu'un magasin La Tribu, c'est 4000 références dans une boutique. C'est 300 à 400 nouveautés par mois. Avec tous ces produits-là, il a fallu avant les sourcer, rencontrer des personnes, comprendre des marques, toucher les produits. C'est un travail colossal. Donc, c'est le nerf de la guerre. Et après, à côté de ça, effectivement, on a plein d'idées produits, on a plein d'idées dans l'agencement, mais des idées précises qui vont se développer au fur et à mesure de l'année prochaine. Et à moyen terme, la franchise. Ok, super. La franchise. Ok, super. Et ton but, c'est quand tu commenceras à franchiser, c'est dans combien de temps? Mais alors, on aimerait bien franchiser dès l'année prochaine. Ouvrir le 5e magasin en franchise, ça nous ferait très plaisir. Super. C'est un de nos objectifs. Et après, si on peut ouvrir tous les ans des magasins en franchise, on y va. On n'a pas peur d'avoir de l'ambition. Oui, bien sûr. Il ne faut pas être irréaliste. On n'ouvrira pas 10 boutiques par an, mais ouvrir 1, 2, 3 boutiques par an, c'est complètement réalisable. On sait le faire. Incroyable. Donc, tu avais parlé tout à l'heure que vous faites quelques actions philanthropes pour aider des enfants. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai. Écoute, je t'en parlais en arrivant, effectivement, parce qu'en fait, je suis allé chercher des dons aujourd'hui au magasin de Levallois, juste à côté du studio, pour la Croix-Rouge. En fait, en quoi ça consiste? C'est assez simple. C'est une idée qu'on a eue en faisant un tour de table. Comme on a ouvert des magasins scandinaves à une époque, ça nous est resté. Et on sait que chaque année, dans les pays scandinaves, c'est fait par quasiment toutes les familles. C'est devenu vraiment quelque chose d'incontournable. On fait le tri dans ces cadeaux 1 mois avant l'arrivée de Noël pour faire don de ce qu'on n'utilise plus à des personnes dans le besoin. Et donc nous, on s'est dit, cette OP, elle nous parle, elle a du sens. Est-ce qu'on pourrait réussir à faire ça dans les magasins de la tribu? Donc on a réfléchi le sujet. Effectivement, on a mis en place une opération qui a lieu de mi-octobre à mi-novembre, je crois, pendant 1 mois, où tu avais la possibilité de faire le tri dans tes jouets avec ton enfant, de les ramener à la boutique, la tribu la plus proche de chez toi, et de récupérer pour chaque jouet donné un bon d'achat de 5 € valable jusqu'au 31 janvier, je crois, de l'année prochaine. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné. On l'a fait dans l'ensemble des 4 boutiques. Et donc, je suis allé chercher les dons de Levallois parce que je m'occupe des dons parisiens qu'on va remettre à la Croix-Rouge mardi prochain. Mais on a aussi des dons à Bordeaux et également à Strasbourg. Et tu vois, on se disait initialement, la tribu, c'est nouveau, on n'est pas très connu, c'est difficile de faire connaître des opérations, points comme ça que tu mets sur 3 semaines, 1 mois. On n'est pas sûr d'avoir beaucoup de retours. Allez, on vise peut-être 30-40 jouets maxi par magasin. Là, je t'invite à venir dans ma voiture, il n'y a plus rien qui rentre. On a récolté, je crois, un peu plus de 200 jouets sur Versailles et sur le Levallois. Incroyable. Donc c'est super. Et ça, j'ai hâte d'être à mardi parce que quand on va le donner, ce sera encore plus... Félicitations. Et tu vas donner ça à quelle association? Croix-Rouge à Paris. Les dons de Levallois et de Versailles vont à la Croix-Rouge du 78, de ma petite ville du Port-Marly, parce que j'habite à Port-Marly. Et à Bordeaux et Strasbourg, je pourrais te répondre que la semaine prochaine, puisque c'est en cours. Ils sont en train de trouver les associations. Ils sont en train de signer les déclarations CERFA. Je n'ai pas le nom en tête, mais c'est une...
Il me semble, tu vois, à Bordeaux, ça me revient, je viens de signer une déclaration CERFA ce matin, que c'est un comité Miss France bordelais qui fait une distribution de cadeaux pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir de cadeaux de Noël. Ok. Voilà, c'est des associations locales avec qui on travaille main dans la main et je suis sûr qu'elles viendront nous revoir l'année prochaine parce qu'on est déjà sûr de refaire l'opération, reconduire l'opération. Super. En tout cas, c'est une très belle action. Ouais. Toujours bien de redonner aux gens en besoin. C'est vrai. Pour revenir un peu sur la tribu, tu accueilles régulièrement des nouveaux concepts et des nouvelles marques que tu stockes dans la boutique. Tu dis que tu as un gros turnover en ce que tu donnes aux clients. C'est quoi l'idée derrière? Pourquoi tu choisis un produit qu'un autre? Ok, alors on se renouvelle sans cesse, effectivement, pour suivre les tendances, pour suivre aussi les besoins des clients. Déjà parce qu'on a des marques partenaires qui se renouvellent très bien. Alors, la première marque avec qui on travaille s'appelle Jura Toys. Elle a les marques Jeannot, Lilliputien, Calou. Et rien qu'à elle présente facilement 300-400 nouveautés par an, en comptant les refresh et les différents coloris de produits. Et donc, on n'a pas trop à sourcer de ce niveau-là. On a juste à tester les produits, à se rendre dans des showrooms de marques et à tester les produits, à se dire, on va faire une sélection de ces produits parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais à côté de ça, le plus gros du travail, effectivement, c'est d'être en recherche perpétuelle des prochaines pépites. Je veux dire, il y a quelques années, pour donner un exemple, on n'entendait pas spécialement parler de l'Egami. Aujourd'hui, c'est devenu un peu le roi des stylos de la cour d'école. Si tu n'as pas de l'Egami, tu n'es pas une boutique pour la famille, tu n'es pas une boutique pour enfants. Mais il a fallu le sourcer, ça, en amont. Et donc, nous, notre truc, c'est d'essayer de dénicher un peu les Legami de demain. Et puis, on essaye aussi de dénicher des petits créateurs, ici et là. Donc, parfois, on fait des différenciations d'un magasin à l'autre. À Bordeaux, on travaille avec une créatrice, qui est très forte, qui a une marque qui s'appelle Pool Party, assez fun, assez décalée, qui fait des ponchos de pluie, des bonnets, des gants, donc des accessoires de mode pour enfants, fabriqués au Portugal. Et donc, on travaille avec elle sur la boutique de Bordeaux, parce que ça parle aux Bordelais. Mais tu ne retrouveras pas ces produits dans les autres magasins de la tribu. Donc, il y a un vrai travail de sourcing qui est assez important. Et moi, c'est ce que je préfère, le métier. C'est ce que je préfère parce que le sourcing, c'est des rencontres. C'est-à-dire qu'avant tout, quand tu rencontres une marque, tu rencontres une personne qui met ses tripes sur la table pendant le temps où elle te présente son projet, sur lequel elle a travaillé pendant des années, sur lequel elle a investi de l'argent, sur lequel elle a investi du temps. Et donc ça se ressent dans ces moments-là. Et on trouve ça très important de continuer à faire ces rendez-vous, à honorer ces rendez-vous. Parce que ça nous permet de sourcer et ça nous permet vraiment de mieux comprendre les créateurs. Donc ça, c'est ce que je préfère, moi, dans ce métier-là, le sourcing produit et les nouvelles marques. C'est ce que je préfère, moi, dans ce métier-là, le sourcing produit et les nouvelles marques. Intéressant. Il y a certaines marques un peu mass market que les enfants aiment beaucoup, qui sont attachés à des personnages de dessins animés connus, que je ne vais pas mentionner le nom. Mais des fois, on peut se dire que tu n'as pas choisi la voie de choisir des produits mass market et peut-être plus sur des produits... quelques produits mass market, mais beaucoup de niches de fabriquer maison avec une vraie message derrière. Pourquoi tu as fait ce choix de ne pas partir sur la... on ne voulait pas être un magasin de jeux jouets supplémentaires. Il y en a plein qui font ça très bien. Et donc, nous, l'idée, ce n'était pas de vendre de la licence et encore de la licence. Il y en a qui le font très bien. Ce n'est pas notre cœur de métier. Alors, on ne s'interdit pas d'en faire. On fait le fameux Choupi, parce que ça rappelle à tout le monde des souvenirs. Choupi, il est là depuis très longtemps. Comme on a lancé une collab avec Petit Nicolas sur certains produits cette année. Comme on a pu travailler des licences comme le Petit Loup de chez Ozu. Donc on ne s'interdit pas la licence, mais on essaye que ce ne soit pas la majorité des produits. Et effectivement, tu ne retrouves pas forcément des produits Disney chez nous. Et on va essayer de privilégier aussi des produits en bois à des produits en plastique. Voilà, on a un certain nombre de valeurs comme ça dans la sélection de nos produits. J'aime bien, moi, voir un produit et me dire il passe plusieurs tamis. Donc, il y a le premier tamis, c'est ce qui rentre dans les valeurs de la tribu. Est-ce qui répond à un besoin d'un client? Est-ce qu'il rentrerait dans la gamme qu'on a déjà? Est-ce qu'il ne remplace pas un produit qu'on a déjà? Est-ce qu'il trouverait sa place? Est-ce qu'il aura une tarification juste? Parce que nous, on a beau être en centre-ville, on cherche vraiment la tarification la plus juste possible. Et donc voilà, le produit doit passer tous ses tamis quand on fait la sélection.
Et donc, c'est comme ça qu'on sélectionne les produits. Et la première des choses, effectivement, c'est de respecter les valeurs de la tribu. Et la tribu, on essaye de ne pas faire trop de licences et de ne pas faire ce que font déjà les autres. Ouais. Et c'est quelque chose qui parle beaucoup à votre clientèle aujourd'hui. C'est un point qu'ils recherchent quand ils viennent. Je pense qu'ils font la différence entre un magasin La Tribu et les autres. Ouais. Alors qu'on le voit, qu'on est un peu singulier. Et comme je te le disais au début de l'entretien, à la fois dans l'agencement, on a pris le pari de faire des agencements en bois qui viennent d'Europe, qui sont créés sur mesure. Ça a un certain coût, mais ça va avec nos valeurs et ça va avec ce qu'on a envie de retranscrire en magasin. Okay. Et c'est valable pour plein d'autres choses. Donc c'est valable pour l'agencement, c'est valable pour la sélection produit. Okay. Et j'espère que ça se ressent effectivement quand on rentre en magasin, qu'on est dans un magasin un peu à part. Ouais. Enfin, de moi, personnellement, ça se ressent 100%. Donc, sur le podcast, on a deux parties différentes. Une, c'est de parler de ce que tu fais dans le retail. Et deuxièmement, c'est parler dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie pour enfants. Donc là, je vais clôturer la partie retail. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter sur la tribu avant qu'on passe sur le côté entrepreneuriat? Pas spécifiquement. J'attends vraiment ton retour sur la tagline. Tu me diras ce qu'en ont pensé les uns et les autres. Si vous faites un petit sondage. Moi, je pense que quelque chose qui résume bien la tribu aujourd'hui, c'est créateur de bons moments ou créateur de souvenirs. Ça résume bien la situation. Ça résume bien le concept. Parce qu'on reste un magasin multi-univers. Donc, on y rentrera peut-être un peu plus dans le détail après, parce que tu voudras peut-être parler chiffres. Mais notre premier chiffre d'affaires reste le jeu jouet. Mais autour, on a plein d'autres univers. Et les loisirs créatifs en est un important. L'édition en est un autre important. La mode, l'accessoire de mode, l'hygiène beauté. Et donc, on veut que ça se ressente aussi dans la tagline qu'on fait de tout. Parce qu'il y a un moment, on s'est posé la question de savoir si on devait faire une tagline plutôt estampillée jouets, magasin de jouets, magasin de jeux, magasin pour maman. Et à chaque fois, on a rétro-pédalé sur certaines choses. Et là, je pense qu'on est sur la bonne voie. OK. En tout cas, on va lancer ça à notre audience pour voir ce qu'ils préfèrent. Super. Tu peux juste répéter les deux taglines à un moment. Donc, créateur de bons moments. Créateur de bons moments. Ou créateur de souvenirs. Ou si vous avez des idées. Parce qu'encore une fois, on n'est jamais sûr de nous à 100% et on aime bien faire des tours de table. Et je pense qu'on en a déjà fait un paquet sur ce sujet. On est preneur. Super, je lance ça et ils vont répondre. Donc, maintenant, on va rentrer dans les questions d'entrepreneuriat. On a une audience assez jeune qui nous regarde. Je suis entrepreneur moi-même, donc il y a des gens qui veulent suivre un peu mon histoire derrière ce que je fais, la télé du livre. Et la première question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune entrepreneur qui se lance dans l'industrie pour enfants de savoir avant de se lancer ou une fois qu'il est lancé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retrouves nulle part ailleurs qui est important dans cette industrie-là? Alors, tu me connais, je suis plutôt bavard. J'étais en train de me dire, ça va être très difficile de trouver le conseil qui fait la différence. Donc, je vais peut-être t'en trouver plusieurs, mais qui ont toute leur importance chacun. Là, dans l'immédiat, ce qui me vient tout de suite, c'est de connaître son audience. Son audience ou connaître sa clientèle. C'est-à-dire que ça paraît bête comme bonjour, mais faire une étude de marché approfondie, pas une petite étude de marché, une vraie étude de marché, une étude de terrain. Donc là, tu me parlais de quelqu'un qui lance quelque chose dans l'enfance. Il se doit d'aller visiter des magasins, la tribu et autres. Il se doit d'aller visiter des concept stores, des magasins de jouets, des magasins spécialisés en loisirs créatifs, enfin, voilà, de son secteur. Il faut lire des études de marché, s'imprégner des statistiques. Voilà, c'est important si on veut bien se lancer et avoir un bon objectif, une trajectoire qui démarre bien, de connaître sa clientèle. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième, comme ça, qui me viendrait, c'est de suivre son intuition. Je pense qu'on a trop tendance à vouloir analyser des données, même une fois que les magasins sont ouverts, une fois que les choses tournent, on veut tout analyser par la donnée. Alors que parfois, juste en faisant un pas de recul et en regardant la situation, on a la réponse devant nous. Il suffit juste de s'écouter. Donc ça, si je pouvais donner un deuxième conseil, c'est de savoir s'écouter. Écouter son intuition. Et le troisième et dernier, qui est complètement d'ailleurs valable pour la tribu, je pense que c'est le plus important d'ailleurs des trois, c'est savoir s'entourer. Il faut s'entourer de personnes qui voient comme toi, qui ont les mêmes valeurs que celles que tu veux laisser transparaître, que celles que tu veux créer, qui sont dans l'aventure avec toi,
Ils sont contents de faire partie de l'aventure et qui ont des compétences à t'apporter. Ouais. Parce que si tu n'as pas un entourage qui te permet d'avancer plus vite et plus loin, tout seul, tu as beau avoir la meilleure idée du monde, le meilleur concept, tout seul, c'est trop. C'est trop pour une personne. Et nous, on a cette chance-là chez la tribu, où on est très bien entouré. On est, je vous dis, une petite vingtaine, et la plupart, je les connaissais avant le lancement du concept de la tribu. On a travaillé sur d'autres projets, et on est une vraie petite famille. Donc ça change tout au quotidien. Super. Ouais, non. On dit souvent que les entrepreneurs, pour apprendre, ils doivent se tromper. Par exemple, il y a des hypothèses que tu as peut-être eues, que tu t'es trompé en lançant la tribu. Et on dit souvent que les entrepreneurs doivent se tromper pour s'améliorer. C'est vrai. Et est-ce que tu as des exemples où tu avais une certaine hypothèse, tu étais sûr que ça allait marcher et que finalement, il fallait pivoter, il fallait réadapter quelque chose? Mais je vais t'en trouver, oui. Je vais t'en trouver. Des fois, je pense qu'on se trompe effectivement tout le temps. Je pense que c'est une force de se tromper quotidiennement. C'est-à-dire que si tu peux citer tous les jours un moment où tu t'es trompé, déjà, c'est que tu es assez ouvert à la critique, que tu es facile pour te recentrer, que tu n'as pas tête fermée sur un objectif, à te dire j'ai raison, de toute façon j'ai raison et ça marchera. Et ça, c'est plutôt bon signe si tu arrives à te remettre en question. C'est vraiment très bon signe. Et moi, je vois effectivement à chaque fois ces étapes-là comme un apprentissage. Au moment où je me trompe, je me dis, bon, bah, moi, au moins, je sais que je ne referai pas ça. Ça, c'est une porte que j'ai ouverte, que j'ai fermée. Elle m'a appris beaucoup de choses et je passe à la suivante. Je rouvre une porte, j'en referme une autre. Alors, te trouver des moments où je me suis trompé, mais il y en a plein. Écoute, j'ai envie de te dire, à l'ouverture de la tribu, du premier concept, à Strasbourg, je me souviens qu'on a ouvert avec un univers déco-vaisselle qui n'a pas du tout fonctionné. Et parce qu'on ne s'attendait pas à trouver ça dans un magasin à la tribu. La déco, la vaisselle, on en trouve partout maintenant. Et à des prix vraiment dérisoires. Je ne vais pas citer de marque, mais tu en trouves vraiment partout. Tout le monde en fait. Donc dans des magasins spécialisés, des magasins de grande surface. Et on a essayé d'apporter quelque chose de nouveau, mais du coup, on cherchait des marques qu'on ne trouve pas partout. Qui donc du coup manquent de notoriété. Et on n'avait pas forcément les meilleurs prix parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Donc on ne peut pas acheter des quantités astronomiques de ces produits. Donc là, oui, à ce moment-là, par exemple, je me suis trompé. Et pas n'a rien, parce que c'est un univers qui, sur nos BP, selon nous, devait représenter 5 à 10% du chiffre d'affaires. Et finalement, on a fermé, quoi. Et puis après, sur les produits, de manière générale, on prend toujours des décisions sur quels produits on va travailler. Je te dis, on rentre entre 300 et 400 nouveautés par mois. Donc, il y a des erreurs chaque mois. Et il y a des moments où je suis seul contre tous. Je ne vais pas te citer un produit en particulier, parce que ça m'embêterait que le fournisseur entende et se dise « Ah oui, tu as cité ce produit-là ». Mais j'ai encore un exemple en tête où il y a 2-3 semaines, j'étais le seul à croire à un produit. On l'a mis en place et effectivement, j'avais tort. Et que ça arrive à tout le monde, Et le fait de tester tellement de produits différents comme ça permet de voir, de réceptionner des tendances peut-être plus rapidement que d'autres marques qui ont moins de turnover, peut-être. Oui, ça c'est sûr, je pense. En tout cas, c'est un apprentissage en accéléré. Moi, il y a 2 ans et demi, je ne connaissais rien au monde de l'enfance, de la famille et des marques. Voilà. On a travaillé depuis qu'on a ouvert le premier magasin avec plus de 200 marques. Et maintenant, je connais ces 200 marques. Je sais te dire où les produits sont fabriqués, quelle est l'histoire de la marque, qu'est-ce qu'elle vend, quelles sont ses nouveautés cette année et pour l'année prochaine. Parce qu'il faut comprendre, le travail de la tendance, il se fait très en amont. C'est-à-dire que là, ce que je vends aujourd'hui dans les magasins à Noël 2025, c'est quelque chose qu'on a sourcé depuis Noël 2024. Le sourcing de Noël 2025 commence en novembre 2024. Et se termine en mai-juin 2025. Donc nous, les produits qu'on voit en rayon aujourd'hui, c'est des produits qu'on a achetés en faisant à Paris 1 an auparavant. Donc ça, c'est d'autant plus un pari de connaître la tendance de demain avec 6 mois, 1 an d'avance, quoi. Et pour rentrer un peu dans les chiffres, en termes de catégories de produits, est-ce que vous catégorisez vos produits en jeux, jouets, livres? Comment est-ce que vous les catégorisez? Quelle est la part du chiffre d'affaires pour chaque catégorie sur l'Ectic? En gros, la part numéro 1, forcément, c'est le jeu jouet. Parce qu'on reste des magasins pour la famille et donc qui font la part belle au jeu jouet. Mais dans le jeu jouet, tu as de l'apprentissage aussi. Donc ça pourrait être autre chose que du jeu jouet, mais c'est toujours estampillé, le jeu jouet. Ça représente quasiment la moitié de notre chiffre d'affaires. Et après, le reste, c'est du loisir créatif en 1. On fait aussi un coin édition. Donc on vend que du livre,
que du livre enfant. C'est le seul univers où il n'y a pas de produits adultes, mais parce qu'on n'est pas une librairie à proprement dit. Et donc l'idée, c'est pas de concurrencer les librairies, c'est de proposer sur 10 mètres carrés un assortiment complet d'une belle sélection pour des moments parents-enfants. Okay. On fait aussi de l'hygiène. Alors, hygiène beauté, j'aime pas le mot hygiène, mais c'est de l'hygiène. Hein. On fait de l'hygiène beauté, donc du soin, accessoires de mode, produits de bain. On fait aussi un peu de puriculture. Parce que c'est important d'avoir, j'ai envie de dire, les 20-80, les produits dont tout le monde se sert au quotidien dans ta boutique. Donc, on a des tétines. On cherche la meilleure marque de tétines. On travaille avec une marque danoise. On a plein de petits produits de puriculture très utiles, mais peu sexy souvent. Et on a beaucoup de jeux de société aussi. On a lancé une gamme de jeux de société qui est en dehors de jeux jouets depuis cet été. Donc, tu vois, on trouve de tout. Il y a entre 6 et 8 univers suivant les saisons. Parce qu'il y a des univers qui peuvent être restreints à des moments précis. Là, en ce moment, on fait la part belle aux jeux jouets. Donc, quand tu rentres dans un magasin, il y a 70% de jeux jouets. Et on va aussi augmenter un peu les idées cadeaux. Et puis, on va baisser un peu la puriculture. Et ainsi de suite. Donc, on essaie de manager comme ça les univers. Les univers. Est-ce que tu peux donner quelques pourcentages sur, disons, les 4 premières catégories? Tu avais dit jeux jouets, loisirs créatifs en 2. C'est quoi le pourcentage? 45-50% du chiffre d'affaires est fait en jeux jouets. Une bonne vingtaine de pourcents en loisirs créatifs. C'est notre ADN, le loisir créatif. Parce que tu n'es pas sans savoir que tous les mercredis, on fait des ateliers DIY gratuits. C'est très rare aujourd'hui. C'est très rare. Et de vrais ateliers animés par une personne dans chaque magasin qui peut accueillir jusqu'à 6 enfants de 15h à 16h tous les mercredis. Donc on passe un bon moment pendant 1 heure et on repart avec sa création à la maison. Ça, c'est quand même génial. Et ça, c'est notre deuxième secteur, le loisir créatif. On s'éclate beaucoup à faire ça parce qu'il faut créer quand même une 40aine d'ateliers par an. Et en troisième, je dirais accessoires de mode et beauté. Donc là, c'est le coin salle de bain où on a tout pour habitude aussi de marquer les univers. Et quand tu rentres dans le coin salle de bain, tu le sais parce qu'au sol, tu vas avoir un faux carrelage de salle de bain. Quand tu rentres dans le jeu jouet, tu vas avoir une marelle au sol. Et je peux te dire que c'est pas les enfants qui l'utilisent le plus, la marelle. Comme en édition, tu vas avoir une moquette avec les canapés intégrés, etc. Il y a vraiment des marqueurs partout. Je citerai ces 3-là en priorité. Mais effectivement, c'est amené à évoluer dans le temps. Intéressant. C'est vrai que il y a vraiment une touche de détail dans les boutiques que maintenant j'arrive à mieux voir. Vraiment, chaque coin est vraiment fait pour cette catégorie-là. Et pour revenir à l'entrepreneuriat, est-ce que la part pour chaque catégorie est assez adaptée à ce que tu avais envisagé au tout début dans ton business plan? Mais non. Non. C'est pour ça que je t'ai dit qu'en général, je ne fais pas trop de plans sur la comète. Des business plans, on en a fait un paquet. Parce que je te dis, ça fait 20 ans, maintenant plus de 20 ans, ça ne me rajeunit pas que je suis dans le retail. Et des business plans, j'en ai fait beaucoup. Et en général, la deuxième année, tu n'es jamais sur ce que tu as prévu. Ni en termes de chiffre d'affaires, ni sur le passage caisse, ni sur le panier moyen. Encore moins sur les univers. C'est très compliqué de le savoir. Je te donne l'exemple de tout à l'heure. Vaisselle, décoration, on se disait que ça allait être 10% du chiffre d'affaires des magasins. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu à l'évidence qu'il ne fallait pas en faire. Donc c'est 0 aujourd'hui. Donc il a fallu les remplacer. Donc non, c'est rare qu'on tombe juste. Maintenant, oui. Te dire là, aujourd'hui, de quoi sera fait le BP de demain? Oui, parce qu'en plus, tu l'orientes un peu où tu veux l'orienter. Mais initialement, avant d'ouvrir la première boutique, tomber juste... Mais tu trouves que ça reste important au tout début de quand même faire tout le business plan, faire ses recherches, avoir des hypothèses? Ou tu penses que c'est important de faire tout ce travail-là? Ou tu penses que... C'est même pas important, c'est primordial. C'est primordial. À mon avis, c'est primordial. Ça va de pair avec l'étude de marché. Tu étudies ton marché. C'est le premier conseil que je donnais tout à l'heure à un entrepreneur, de bien étudier son marché, de connaître sa clientèle, de savoir à quel besoin il veut répondre. Après, d'en découle un BP. Parce que oui, effectivement, moi j'adore le retail, l'humain est au cœur du retail, ça nous fait marrer tous les jours d'être là, mais si ton concept est pas rentable, c'est pas un gros mot d'être rentable, parce qu'en France c'est un gros mot de parler de rentabilité, je trouve ça dommage. Il faut que ton projet soit rentable si tu veux le faire perdurer dans le temps. Donc à ce moment-là, une fois que tu as ton BP, tu as ta trajectoire de base, il faut juste se dire, quand ça dévisse, comment je peux faire en sorte qu'il revienne sur la bonne trajectoire. Et ça veut pas dire t'entêter. Là, moi, j'aurais pu me dire, attends, j'avais dit que la déco,
Et la vaisselle, ça faisait 10% de mon chiffre. Ouais. J'en fais 1. Qu'est-ce que je fais? J'en rachète plus, je réinvestis, je m'entête dans mon idée. Non, on s'est plutôt dit, OK, on va solder le stock qu'on a pour que ça parte vite. Ça a mis plus de temps que prévu. Et une fois que c'est fait, on part sur de nouvelles aventures. Et donc, on a recréé une page. Donc, le BP, en soi, il n'a pas changé. Il y a toujours marqué un chiffre d'affaires global. Il y avait marqué 10% dans cet univers-là. On ne les fera jamais. Donc, il a fallu changer rapidement ton BP, mais ça va avec écouter ton intuition, ça va avec savoir se poser les bonnes questions et se remettre en question. Faut pas s'entêter au bébé, mais il faut le faire. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment un peu pouvoir se tromper. Ça fait partie clé de l'entrepreneuriat, de pouvoir itérer jusqu'à que le produit, il arrive au meilleur produit final. On ne peut pas arriver là sans tester plusieurs concepts et donc se tromper forcément dans quelques axes et puis s'améliorer jusqu'à arriver au produit final. Ah, c'est ça. Je connais aucune marque, moi, qui est arrivée du jour au lendemain avec son business plan, son concept, qui n'est pas changé en 15 ans. Souvent, ça démarre de petites histoires, un peu comme la vôtre chez l'Atelier du Livre. Une petite histoire qui est écrite sur un bout de papier, puis on essaye une fois, 2 fois, 3 fois, puis on rentre dans une idée, puis dans une autre. Et l'Atelier du Livre te dire qu'est-ce que ce sera dans 10 ans. Ce serait une grande réussite, ça, j'en suis sûr. Mais comment physiquement ce le sera? Quelle sera la part de ton chiffre d'affaires dans telle ou telle boutique? Impossible à savoir. Impossible, parce qu'il aura beaucoup bougé le concept en 10 ans. Et la tribu, c'est pareil. J'imagine que quand tu rentreras dans un magasin, la tribu dans 10 ans, il y aura beaucoup de similitudes avec aujourd'hui, puisqu'il ne faut pas perdre son concept. Sûr, mais il aura beaucoup changé. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on aura beaucoup appris. Ça c'est sûr. Oui. On va parler un petit peu de vous. Oui, parfait. Juste avant qu'on rentre, ce qu'on voit dans les tendances qui se passent chez les parents, c'est les parents sont en recherche d'expérience, ils sont en recherche de ramener l'enfant vers le livre. Donc, est-ce que toi, tu arrives à imaginer, parce qu'on est vraiment très tôt dans le retailtainment pour enfants, donc vraiment de pouvoir transformer des boutiques de jouets ou des librairies avec un petit coin où c'est plus qu'un achat, c'est plus qu'une expérience d'achat, mais c'est vraiment une expérience à vivre en boutique. Moi, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour en parler parce que je suis fan absolu de ce que vous avez monté. Franchement, je te l'ai déjà dit, je suis fan. Je me souviens quand on s'est rencontrés, je crois que tu nous avais démarché sur LinkedIn, puis après on s'était rencontrés au magasin de Levallois. Pour dire que le sourcing est permanent et qu'il est assez... on est en mode start-up, nous, il n'y a pas 10 000 strates, tout va très vite. On s'est rencontrés, on s'est eu au téléphone peut-être un jour, et 10 jours après, tu faisais ton premier atelier à Levallois, qui était une franche réussite. Je pense qu'il t'a permis justement d'analyser le concept, de voir si c'était sur la bonne trajectoire, si c'était... Et moi, j'adore le concept, je suis fan depuis la première heure. Je trouve que l'idée de devenir le héros de son histoire, c'est juste magique. C'est pas une nouvelle idée en soi, mais c'est la manière dont vous l'amenez qui rend les choses nouvelles. C'est-à-dire que vous créez, l'Atelier du Livre, une expérience parent-enfant dans les magasins qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que tu passes un bon moment dès le processus d'achat. T'as pas encore acheté le livre que tu as passé un bon moment. Et que tu gardes un souvenir de ce moment-là. Je suis sûr que tous les enfants qui sont passés dans nos magasins pour créer leur livre, ils sont rentrés chez eux avec des étoiles plein les yeux. Et donc, je trouve que le pari est gagné avant même de rentrer avec le produit à la maison. Et après, il y a tout ce qui va en découler, parce que l'histoire du soir, c'est un moment privilégié, parent-enfant, que je ne loupe jamais, moi, me concernant. Et donc là, cette histoire-là, les enfants ont souvent besoin de répéter les choses quand ils apprécient. Ils peuvent regarder le même film 15 fois. Ils peuvent lire la même histoire 25 fois. Et donc là, ce livre-là, il va avoir de bons jours devant lui. C'est-à-dire qu'après, ils vont le relire tous les soirs pendant un mois, 2 mois, jusqu'à ce que vous sortiez un nouveau livre. Mais je trouve que le concept, il est juste dingue. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite adhéré. Parce qu'on a eu un feeling tous les deux. Tu as passé les différents tamis, en fait, dont je te parlais tout à l'heure. Le premier tamis, c'est un feeling. Une histoire à raconter, quelqu'un qui a une compétence en rapport avec... Je veux dire, tu sors pas l'idée d'aujourd'hui. Ça fait des années que tu y travailles. Une histoire sur le papier qui vaut le coup, mais qui en plus peut être opérationnelle rapidement. Tu nous as pas vendu du rêve. Moi, en plus, je peux venir en boutique dans 15 jours faire le premier atelier. Waouh. Et quand j'ai vu le résultat, j'étais le premier à en faire un pour Noah, et je trouvais ça super comme concept. Donc, et je trouve qu'effectivement, dans l'ère du tout numérique, tu m'excuseras parce que je t'avais dit je serais bavard. Oui, c'est parfait. Dans l'ère du tout numérique, où Amazon fait de plus en plus de concurrence aux magasins physiques, l'expérience shopping, c'est même pas primordial. Elle est
indispensable. Ouais. Si aujourd'hui, les magasins qui n'ont pas d'âme sont voués à fermer, et les magasins qui ont une âme à perdurer. Ouais. Et les expériences shopping que tu peux apporter, comme avec l'atelier du livre, c'est ce qui fait la différence. Ouais. C'est-à-dire, demain, tu fais le même concept 100% en ligne, je suis pas sûr que ça marche. En magasin, En magasin ça fonctionne. En tout cas, ça fait très plaisir d'entendre ça parce que ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Et comme tout projet, c'est que ça a commencé avec une page A4. C'est fou, hein? Un rêve un peu fou de on va imprimer un livre en boutique. Mais comment tu vas faire ça? C'est impossible. Mais il y aura une expérience, ça va prendre que 15 minutes, etc. Et puis d'arriver à un stade où on a pu tester. Tu étais la première boutique qu'on a testée. On était ravis d'être la première. Ouais, et ça, de notre côté, comme tu l'as dit, ça a hyper bien marché. Ça nous a permis de sauter dans plusieurs boutiques, de tester notre V1. Plusieurs fois, donc merci pour les compliments et merci d'avoir pu tester chez toi. Et donc l'idée pour notre audience, pour nous, c'est vraiment d'arriver en avril, mai 2026 avec le Note V2 que je présenterai à mon audience un peu plus tard. Super. On a hâte, mais on a hâte de te revoir là, le 15 décembre Super. J'ai hâte Versailles. Ok, parfait. Merci beaucoup, Alexandre. J'ai une dernière question qui complète la phrase que je vais dire. Ok. C'est le futur du retail pour enfants et se fera dans les magasins qui ont une âme. Très beau. Très bien dit. Merci. Ok, parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Arthur, merci à tous.